Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au CAFN. CAFN est une formation collaborative qui est offerte gratuitement à l'ensemble des internautes pour travailler sur une thématique donnée. La première thématique que nous abordons est la thématique des neuropédagogies. Nous avons 5 épisodes, une série formative de 5 épisodes avec Jonathan Potier qui va travailler avec nous pour nous aider à comprendre les bases de toutes les learning data. Eh bien, nous avons déjà abordé sur les sujets précédents tout ce qui était l'évaluation de la satisfaction comme donnée, tout ce qui est l'évaluation de la connaissance, des comportements. Et il reste un sujet très important pour les entreprises, c'est l'évaluation des résultats, le fameux ROI, le retour sur investissement. Et pour ceci, j'ai la chance d'avoir avec nous Sylvie Clark qui va interroger Jonathan sur ces sujets-là. Sylvie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Ravi de vous retrouver et de continuer cette histoire passionnante sur l'évaluation de la formation. Donc effectivement, on en était arrêté au dernier étage de la fusée du modèle de Kirkpatrick. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste ce modèle? Quel est cet étage, pardon, quel est son intérêt? Et est-ce que dans l'entreprise aujourd'hui, finalement, c'est un niveau qui est fréquemment évalué? Oui. Alors, effectivement, dernier étage de la fusée du modèle de Kirkpatrick, niveau 4. Donc, on a vu le niveau 1, la réaction, la satisfaction, niveau 2, apprentissage, niveau 3, comportement, transfert des acquis. Et là, on arrive vraiment au niveau qui pose peut-être le plus question aux entreprises. C'est vraiment celui de l'impact de la formation sur les résultats. C'est vraiment, alors on va entrer dans le détail, mais se poser la question de quelle est la valeur ajoutée pour l'entreprise de la formation. Au-delà du fait d'avoir donné satisfaction aux apprenants, de leur avoir permis d'apprendre, c'est la moindre des choses, au-delà du fait que les apprenants se servent de ce qu'ils ont appris en situation de travail, la question c'est what else? Qu'est-ce qu'il reste ensuite une fois que la formation est terminée, qu'est-ce qu'il reste? Quel est l'impact, en tout cas, au niveau plus collectif, plus quantitatif pour l'entreprise? Donc, par exemple, c'est se poser la question suite à une formation, je vais prendre un exemple simple volontairement, suite à une formation commerciale, est-ce que le chiffre d'affaires augmente, par exemple? Voilà, donc c'est ce genre de questions que l'entreprise se pose légitimement. Elle se les pose, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le niveau 4, et d'ailleurs un peu comme le niveau 3, on en parlait la dernière fois, fait partie des niveaux mal aimés. Alors, ce n'est pas forcément qu'il est mal aimé, mais en tout cas, il est assez sous-exploité. On observe qu'il y a très, très peu d'entreprises, alors que ce soit côté aux demandeurs de formation, donc les entreprises ou offreurs de formation, les prestataires de formation, il y a assez peu de pratiques d'évaluation. Donc, c'est vraiment quasiment anecdotique lorsque on évalue ce niveau 4. Donc, c'est pour différentes raisons. C'est à la fois on ne sait pas toujours comment aborder ce sujet, on n'a pas toujours les compétences pour le faire, on n'a pas toujours les outils, on ne sait pas comment s'y prendre. Et puis, un peu comme je le disais la dernière fois pour le niveau 3, c'est que souvent, on a tendance à ne pas commencer par la fin. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, mais on ne se pose pas la question de la finalité, et on se pose des questions relatives au niveau 3 et au niveau 4, mais une fois que la formation est passée. Donc, on fait une bonne formation, on s'arrange vraiment pour que tout le package, pour que le paquet cadeau soit le plus joli possible, faire en sorte qu'il y ait un bon enchaînement pédagogique, etc. Lorsque c'est le cas, en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus. Mais après, c'est, tiens, quels peuvent être les effets, quels peuvent être les impacts de cette formation? Et on se pose les questions après, alors que légitimement, on devrait en fait se les poser avant. Toujours la question du GPS. Si je n'ai pas la destination, je ne sais pas où je vais et comment j'y vais. Alors, comment est-ce qu'on fait parce que c'est vrai que la difficulté, c'est la quantification. Comment est-ce qu'on fait pour analyser des résultats? C'est-à-dire, quels sont les bons indicateurs? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas en fait d'indicateur magique. Il n'existe pas un indicateur que là j'aurais pu sortir et pour se faire soulever les foules. Il n'y a pas d'indicateur magique pour évaluer l'impact des formations. En fait, les bons indicateurs, c'est ceux sur lesquels on va se mettre d'accord en amont avec les commanditaires. Donc, tout dépend vraiment de l'organisation, de la nature de la formation, de ses objectifs. Donc, je prenais l'exemple de la formation commerciale. Légitimement, on va se poser des questions sur le chiffre d'affaires, la satisfaction des clients, etc.
Pour une formation en management, on peut imaginer que ça soit une volonté de réduire, par exemple, le taux d'absentéisme. Si on est capable, si l'analyse du besoin a montré qu'il y avait un lien entre qualité du management et absentéisme ou micro-absentéisme, ou le turnover, ou la satisfaction du personnel. Donc, il peut y avoir vraiment pléthore d'indicateurs, pléthore d'exemples. Et donc, c'est vraiment cette question qui est à se poser en amont de la formation. Parce que sinon, il y a le risque, comme pour le niveau 3, que si on attend que la formation soit terminée et que l'on regarde finalement quels sont les résultats, on va commencer à triturer les indicateurs des données dans tous les sens pour tenter de démontrer un effet à la formation, un impact de la formation, sans savoir d'ailleurs si on a été ou pas dans la bonne direction. Donc, toutes ces questions doivent être posées. Alors, c'est pour ça que quand on parle de résultats, parce que c'est important, on parle d'investissement en formation, oui. De business unit, donc ça veut dire qu'est-ce que ça rapporte, forcément. C'est un langage qui parle à l'entreprise. Sur certains sujets, quand tu citais le cas du commercial, qu'est-ce qui dit que c'est la formation? Comment est-ce qu'on calcule que c'est la formation qui génère, par exemple, une amélioration du chiffre d'affaires et pas une conjoncture qui s'est améliorée? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Très, très bonne question, Stéphane. C'est vraiment… c'est assez facile finalement de suivre un indicateur. Enfin, si je reprends l'exemple du chiffre d'affaires, voilà, n'importe quelle entreprise a logiquement un indicateur, enfin, entreprise en tout cas marchande, a un indicateur de chiffre d'affaires. C'est facile à suivre, l'indicateur existe déjà dans l'organisation, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce qui nous prouve effectivement que c'est dû à la formation, de 1, et si la formation est en partie responsable, à quelle hauteur? C'est-à-dire, voilà, quelle est la part de responsabilité de la formation dans le résultat observé? Et ça, c'est toute la question du ROI. Alors, Return on Investment, c'est vraiment le retour sur investissement de la formation. Lorsqu'on parle de retour sur investissement de la formation, il y a une logique très simple, comptable, financière, c'est une simple soustraction, le ROI. C'est vraiment c'est bénéfice de la formation moins coût de la formation. Je prends un exemple, je parlais du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires augmente de 100 000 euros. Le coût de la formation au total est de 20 000 euros. On va dire qu'a priori, le retour sur investissement est de 80 000 euros. Alors déjà, les coûts de la formation, si je prends une partie de ma soustraction, c'est déjà pas simple à calculer. Parce qu'il y a les coûts directs. On sait a priori ce que coûte à peu près la formation, le prestataire, si c'est un module e-learning, etc. On est capable à peu près de voir ça. Mais lorsqu'on est en formation, on n'est pas en train de travailler. On est payé alors qu'on ne produit pas directement pour l'entreprise. Il y a le coût du service formation. Enfin bref, il y a le coût des salles, des supports. Il y a tout un ensemble de choses. Il y a la désorganisation éventuellement de l'équipe. Si moi je suis en formation et que mes collègues reprennent mon boulot. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Donc déjà, les coûts, c'est pas simple. Et les bénéfices, effectivement, ça demande d'isoler l'effet de la formation. Et ça, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre. C'est une grande difficulté. Alors, il y a Jack Phillips, qui est un auteur américain, qui a rajouté un 5e niveau au modèle initial de Kirkpatrick, aux 4 niveaux initiaux de Kirkpatrick. Et lui s'est dit, finalement, il y a des techniques en fait pour ça. Donc, lui va tenter d'isoler l'effet de la formation. Donc, par exemple, on pourrait imaginer observer les écarts par rapport, on va dire, aux variations saisonnières. Voilà. Cette année, j'ai vendu à hauteur de autant, au mois de juillet. J'ai une activité saisonnière, je regarde par rapport à l'année dernière, je regarde si cette année, suite à la formation, ça a évolué ou pas. Ça, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant si toute chose étant égale par ailleurs. C'est vrai que dans un environnement avec des choses qui évoluent très vite, ce type de raisonnement peut être très vite remis en question. Non. Exactement. Et c'est vrai que lorsqu'on présente des résultats de ce type, par exemple à des directions financières, qui, elles, ont plus souvent l'habitude d'analyser les chiffres que nous dans la formation, on est toujours un peu présumé coupable dans la formation. C'est-à-dire que lorsqu'un directeur commercial, je prends toujours cet exemple sous forme de boutade, mais lorsqu'un directeur commercial arrive et dit on a posé 10 000 affiches dans le métro et le chiffre d'affaires augmente, tout le monde va applaudir. Lorsque nous, on fait cette même démonstration, on est un peu présumé coupable et on va nous dire mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est la formation qui a permis cela? Parce qu'on sait que vous coûtez, mais voilà, on sait que la formation ne fait pas de mal, mais est-ce qu'elle fait du bien? Enfin voilà, on a tout entendu à ce sujet. Et c'est vrai, comme tu le dis, Sylvie, ça dépend vraiment du contexte. Et imaginons, parce que là on parle de facteurs
plutôt interne. Je peux prouver que la formation a évolué, même s'il y a des variations saisonnières, mais si juste avant la formation, j'ai la direction commerciale qui a pris son téléphone et qui a appelé tous les commerciaux pour dire, écoutez, on a des objectifs à atteindre, je vais vous mettre la pression et en juillet, il faut vendre, peut-être que la formation, finalement, n'a aucune responsabilité quant au résultat qui a été obtenu. Donc, c'est peut-être la pression de la direction commerciale. C'est peut-être la qualité du produit. On sait un nouveau produit, super. C'est la campagne marketing. C'est le fait qu'on a mis en place une prime ou un système de rémunération avec une part variable pour les commerciaux. Donc, il peut y avoir des facteurs internes. Il peut y avoir des facteurs externes. Mon principal concurrent se casse la figure. Naturellement, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Je vais récupérer les clients, une partie des clients, tout du moins, qu'il a perdu, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un défi. C'est un défi. Il n'y a pas que la formation. Il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer le résultat. Donc, cela dit, c'est quand même un formidable outil pour les managers. Oui. Finalement, c'est ce qui va permettre d'amplifier une stratégie de développement d'activité, de business. Ce n'est pas un élément qui va jouer contre eux, mais au contraire, qui va faciliter, je dirais, les objectifs que la direction aura mis en place, par exemple. Exactement, tout à fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, parce que, alors, on parle des variations saisonnières, alors, il y a différentes méthodes statistiques plus ou moins élaborées, mais Philips propose aussi justement de questionner les personnes, les participants, les managers, les commanditaires, etc., en leur disant, bah, finalement, voilà, on a fait des groupes de discussion, on a fait des focus group, on a identifié tout un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer les résultats de la formation, et parmi tous ces facteurs, on va leur demander un peu de pondérer, de dire, d'après eux, la formation est responsable à hauteur de combien de pourcents, etc. Donc, finalement, ce qu'on présente comme étant une méthode très objective, la mesure du retour sur investissement, en fait, il y a beaucoup de subjectivité et il y a beaucoup d'à peu près. Alors ça, c'est un défi en soi. Et puis, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Sylvie, c'est finalement, la formation est une partie d'un tout. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à expliquer aux managers, aux commanditaires que c'est important qu'ils soient impliqués, que c'est important qu'il faut travailler ensemble, qu'il ne faut pas fonctionner en silo, etc. Et au moment de présenter les résultats, on chercherait à se couper quelque part des autres fonctions, à isoler l'effet de la formation. Et là, on dirait, non, mais l'augmentation du chiffre d'affaires à hauteur de 12,7%, c'est grâce à moi. Regardez, j'ai fait tout un tas de choses pour essayer d'isoler la part de responsabilité de la formation. Permettez-moi l'expression, mais c'est quasiment suicidaire pour la fonction. En fait. C'est-à-dire qu'on se coupe, on est une fonction support, on doit aider les opérationnels et les autres fonctions à performer, à atteindre leurs objectifs, à mieux travailler, et on se coupe au moment de présenter les résultats. On va le faire une fois, la prochaine fois, les managers ils vont dire, écoute, la prochaine fois que tu viens me voir et tu me demandes à ce que je passe un peu de temps avec toi, à ce que je fasse du travail en amont, de communication, d'accompagnement en aval, etc., bah, tu le feras tout seul quelque part. Et donc, c'est d'un côté, le ROI, c'est méthodologiquement compliqué et c'est aussi contre-productif parce qu'on se coupe des autres fonctions. Vraiment, isoler, c'est s'isoler. Si on cherche à isoler un résultat, on isole la fonction. C'est, pour prendre un dernier exemple que j'utilise souvent, mais c'est comme si, voilà, là, on est en train de discuter, j'ai en face de moi un MacBook Air. Ce MacBook doit valoir 1 500 €. C'est comme si je disais quelle est la valeur de la touche T. Voilà. Juste la touche T, je dis quel est le prix de cette touche-là. Si je la retire, quelle est la valeur de mon Mac sans faire de pub. Alors, imaginez, en plus pour quelqu'un comme moi qui s'appelle Potier avec 2 T, je l'utilise tous les jours. Même dans les signatures d'email, même si elle est là, etc., je l'utilise sans arrêt. C'est le tout qui a une valeur. Et donc, la formation est une partie d'un tout. Et donc, vouloir l'isoler de toutes les autres actions, de toutes les fonctions de l'entreprise, c'est peine perdue. Et au final, on va avoir un résultat qui sera, pour obtenir ce résultat, il sera approximatif et il sera terriblement coûteux, finalement. Donc, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, finalement, il faut appréhender la formation comme une composante, finalement, d'un tout, mais qui a son importance, qui joue un rôle de levier. Mais par rapport à l'essor des data, on a de plus en plus de données qui sont développées via finalement le e-learning. Donc, peut-être qu'on va quand même arriver à mieux approcher la valeur de la formation, finalement, des fonctions formation au sein de l'entreprise. Oui. On tend quand même vers une amélioration. Oui, complètement. De cette évaluation.
Tout à fait. Et là, c'est là où le modèle a son importance. C'est-à-dire que là, on parle du niveau 4, mais finalement, pour démontrer l'impact de la formation au niveau 4, on va aussi se reposer sur toutes les autres données, toutes les autres datas que l'on a pu avoir précédemment. Je ne peux pas dire j'envoie des gens en formation et derrière, je regarde si le chiffre d'affaires augmente, pour reprendre cet exemple. Je vais avoir besoin d'avoir des datas qui vont être compilées, agrégées, consolidées sur les 4 niveaux. Je vais avoir besoin de montrer qu'il y a un lien très clair, que les gens sont partis en formation ou se forment, ou peu importe la modalité. Ils ont bien réagi positivement, niveau 1. Ils ont appris des choses, niveau 2. Ils les mettent en œuvre, niveau 3. Et ça a un impact sur les indicateurs de résultats sur lesquels on s'est mis d'accord en amont, quelque part. Et donc, c'est ce chaînage, quelque part, entre les datas qui va donner du sens, quelque part, qui va rendre crédible mon histoire, parce que c'est vraiment du storytelling. Hein. C'est-à-dire que quand je présente les résultats d'une formation, je fais du storytelling. J'essaye d'avoir quasiment... C'est une plaidoirie quant à l'efficacité de la formation. Je ne vais pas dire des gens se forment, le chiffre d'affaires augmente, mais regardez, c'est logique, ils ont été satisfaits, on a fait des quiz, on a fait des mises en situation, on a fait ça, ils ont mis en œuvre, c'est validé par leur manager, et regardez, les résultats sont à la hausse. C'est un peu comme disent les juristes, c'est un faisceau de preuves, c'est un faisceau de présomption. On n'est pas certain qu'il soit coupable ou innocent, n'empêche qu'on a quand même suffisamment de preuves qui attestent que c'est le cas, en fait. Donc, c'est vrai que cette logique de data, elle est indispensable pour avoir un peu cette traçabilité de la qualité et de l'efficacité de la formation. On ne peut pas tout miser sur une donnée ou quelques données isolées relatives à un indicateur. On a besoin de prouver, de mettre sous contrôle, finalement, tout le processus d'apprentissage, depuis, finalement, la formation jusqu'aux effets réels dans l'entreprise. Et finalement, d'avoir une... Pardon. C'est quelque chose qu'on va développer longuement, sans doute, sur l'épisode 5. Justement, on va travailler tout ce qui est big data, etc. Et si je revenais sur la façon de quantifier, tu as complètement raison dans la démarche, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais tout quantifier, mais même l'entreprise, quand on fait des projections en disant quel est l'avenir de l'entreprise si j'achète cette technologie, on n'en sait rien, il y a tellement de paramètres, etc. Pour assurer un pilotage, il faut poser des indicateurs, poser des suivis, des analyses des écarts, pour se dire peut-être que mon idée est mauvaise, mon agilité va être importante à mettre en œuvre. Et en formation, on a des outils assez intéressants. Il suffit de regarder par exemple comment la communication ou la publicité fait pour justifier de ses résultats. C'est la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on est sûr que c'est que la publicité? Les publicitaires disent oui avec assurance. Voilà. C'est assez douteux. On pourrait creuser davantage. Et c'est peut-être là aussi ce que tu disais au début, un des péchés originels de la formation, c'est de tellement creuser les indicateurs qui s'enterrent avec. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent avoir l'indicateur pur, juste, etc., qui expliquerait le sens du monde, le sens de l'individu, de l'apprentissage. C'est forcément des approximations en entreprise et à l'extérieur. Et donc, ces approximations, l'élément, c'est les utiliser pour faire un outil de pilotage. Exactement. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être aussi un langage à acquérir en disant j'ai pas la panacée, l'indicateur magique comme toutes les entreprises, comme toutes les autres activités dans l'entreprise. Mais par contre, avec l'indicateur que j'arrive à piloter à vue pour dire qu'on a un peu progressé, et je l'explique un peu comme ça. Ça rentrait dans une analyse, l'économétrie fait des choses très intéressantes pour creuser, mais si sur chaque 2 jours de formation, on doit faire une analyse économétrique, ça s'en est fini du résultat qui devient absurde. Est-ce que ce n'est pas aussi un changement de culture de la part du responsable de formation qui doit raisonner en termes de résultats? Oui, complètement. Et toute son attention doit être portée vers le résultat. Et c'est vrai que comme tu le dis si bien, en oubliant en oubliant la quête du Saint Graal qui serait des indicateurs magiques, des indicateurs purs. Enfin voilà, déjà, tout un ensemble d'indicateurs existe déjà dans l'entreprise. Donc on n'a pas à réinventer l'eau chaude. L'objectif, c'est de venir un peu se plugger, se connecter à ces indicateurs avec aussi ses propres indicateurs. Donc, lorsque Sylvie évoque le fait que
avec tous les dispositifs maintenant de digital learning, on peut avoir davantage d'informations sur les apprentissages, sur les connexions, sur les engagements, la satisfaction des personnes, etc. On a tout un ensemble d'indicateurs, mais qu'on va venir rattacher à ce qui existe déjà dans l'entreprise. Ça n'est pas au responsable formation de créer de nouveaux indicateurs pour montrer que finalement, il y a un impact de la formation sur les résultats de l'entreprise. Parce que, a priori, si c'est une formation qui vise un impact, une formation stratégique, ça veut dire qu'elle va, être liée à des indicateurs qui sont déjà utilisés pour piloter l'activité des résultats de l'entreprise. Donc, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Mais c'est effectivement un changement de logique qui est d'autant plus important que, je parlais notamment de digital learning, au vu des modalités, au vu de la variété, la grande variété des modalités d'apprentissage, et puis on oublie le sacro-saint stage de formation, on parle de formation action, de learning expedition, etc. Voilà, il y a une pléthore de modalités d'apprentissage. Maintenant, le grand défi du responsable formation, ça va être de se dire finalement quelles sont aussi les modalités les plus efficaces chez moi, au vu de mon contexte, au vu de mon public. Je ne pense pas qu'il existe une méthode universelle. Voilà, il y a forcément des méthodes, enfin, tout est contingent, donc elles vont être plus ou moins adaptées en fonction des organisations, des publics, de la nature des formations, etc. Mais forcément, comme il y a beaucoup d'effets de mode dans la formation, lui va devoir faire la démonstration aussi auprès de sa direction que lorsque je fais des choix, ce sont des choix conscients. Voilà, j'ai opté pour telle solution parce qu'elle me semblait la plus efficiente, c'est-à-dire qu'elle me permettait d'avoir des résultats, donc je dois démontrer qu'elle est efficace, et deux, au meilleur coût. Et là, c'est vrai que c'est toute une industrie qui est en train d'être révolutionnée parce qu'on va oublier finalement les réflexes en termes de modalités pédagogiques assez classiques, on va oublier les réflexes en termes de budget, de raisonner en nombre d'heures aussi de formation. Voilà, tranquillement, le cadre juridique s'assouplit légèrement. On aura vraiment gagné le jour où les autres cas enterreront la notion d'heure de formation. Mais voilà, c'est tout un marché qui est en train d'être révolutionné. Et accessoirement, le positionnement et la posture du responsable formation, qui tend à devenir quelqu'un qui s'oriente vers la performance avant d'être orienté vers les questions pédagogiques, je pense. Alors, ce que je trouve intéressant, Jonathan, dans ce que tu as dit, c'est finalement le transfert qu'on est en train de voir entre l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire que voilà, le centre de gravité se déplace et cette recherche de l'efficience, finalement, elle va avoir un rôle important en amont. On revient toujours à cette phase en amont de la formation. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi finalement, dans le modèle de Kirkpatrick, il n'y a pas l'étage sous-sol, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas un audit, finalement, au départ, des objectifs, des effets attendus, pour être sûr, effectivement, que tous les étages de la fusée vont être finalement efficients ou efficaces dans le temps? Alors, c'est vrai que ça n'apparaît pas de manière explicite dans le modèle, parce que le modèle, tel qu'il est présenté, même dans sa nouvelle version, présente finalement des résultats post-formation, donc les 4 niveaux. Mais par contre, ce questionnement est quand même dans la pratique des Kirkpatrick. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille en formation, par exemple, voilà, je donne des formations moi, sur Kirkpatrick, on construit en fait avec le groupe d'apprenants ce qu'on appelle des plans d'évaluation. Et donc, on les incite à se poser des questions sur des projets d'entreprise, pas forcément d'ailleurs des projets de formation, c'est-à-dire des projets d'entreprise dans lesquels il y aura une composante formation. Et on fait tout ce questionnement, en fait. Et donc, d'aller questionner les commanditaires, les parties prenantes, les managers, etc., pour se poser les bonnes questions qui vont nous permettre de définir des objectifs à différents niveaux en aval, et aussi pour éviter d'aller sur une formation si ça n'est pas d'ailleurs un besoin de formation. Voilà. Et aussi pour penser au-delà de l'action de formation. C'est-à-dire quelles sont les actions que l'on va devoir mettre en œuvre. On en parlait lors de l'épisode sur le niveau 3. Quelles sont les actions que l'on va mettre en œuvre pré- et post-formation pour s'assurer qu'on est vraiment dans une logique d'ingénierie de performance et qu'on va avoir non pas des apprenants qui vont aller suivre un événement de formation, mais qui vont bien s'inscrire dans un processus, donc à minimum en 3 temps, d'apprentissage. Et donc, on se pose toutes ces questions en amont, avec en tête le modèle de Kirkpatrick qui, quelque part, structure un peu la pensée et nous permet de catégoriser, on va dire, nos idées, nos questions, etc. Mais toute cette logique se travaille aussi en amont. Et c'est vrai que le modèle de Kirkpatrick
tel qu'il a été présenté, on a eu souvent tendance à le considérer comme étant quelque chose de uniquement post-formation. Et avec ce risque, avec, on va dire, ce drame, j'ose le mot, du coup, de se poser des questions d'évaluation uniquement lorsque la formation était terminée. Alors qu'effectivement, toutes ces questions, le modèle doit être descendu en amont, niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1, formation, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà, c'est un peu une logique quasiment de cycle en V. Pour l'organisation des entreprises, si finalement l'amont dans la formation est si importante, comme tu avais évoqué la dernière fois l'ingénierie de la performance, est-ce qu'on pourrait penser à des cellules finalement qui seraient indépendantes, qui centraliseraient l'ingénierie de la performance des formations et qui auraient un rôle en amont dans l'audit des formations pour évaluer justement la pertinence des objectifs, etc. Une équipe un peu neutre et qui serait là effectivement au départ pour déjà penser à toute la chaîne de Kirkpatrick en amont. Alors ça c'est quelque chose sans qui est possible. Sans forcément créer de nouvelles fonctions. Moi, je l'observe déjà dans les entreprises lorsque l'équipe formation, désolé de le dire, mais n'est pas rattachée à la direction des ressources humaines. C'est-à-dire, lorsque l'équipe formation est rattachée à la direction des ressources humaines, on est naturellement dans un mode formation avec, on va dire, toute la composante un peu aussi administrative, juridique, réponse aux obligations légales, réglementaires, etc. Et ça dépend beaucoup du positionnement de la DRH, qui, des études récentes nous montré, n'a pas toujours non plus de bonne presse auprès des salariés. En tout cas, les salariés ne perçoivent pas toujours, en tout cas, la valeur ajoutée de la DRH. Bon, ça, c'est une question de perception, encore une fois. Mais lorsque la fonction formation est rattachée soit directement à la direction générale, ce qui peut être le cas dans les entreprises, par exemple, qui ont décidé de créer des universités d'entreprise. Voilà. Donc là, c'est une université d'entreprise, c'est pas un projet du responsable formation, c'est vraiment un projet de la direction générale avec une logique aussi de diffusion de valeurs, transformation de la culture, etc. Projet stratégique. Et lorsque la fonction formation est rattachée à une direction opérationnelle, une direction commerciale, on voit qu'on est déjà, en tout cas, davantage dans cette logique. Je ne dis pas que tous les responsables formation sont toujours on va dire, formés sur le sujet, compétents sur le sujet de l'évaluation, etc. Mais on se pose davantage de questions parce que leurs commanditaires, leurs clients internes directs leur posent des questions de ce type et sont moins focalisés sur l'action de formation que sur les résultats et donc sur, on va dire, l'assemblage qu'il peut y avoir entre les actions de formation et, on va dire, les actions plus opérationnelles, le fait que, j'observe par exemple dans les banques, il y a un très bon exemple, c'est lorsqu'on a des équipes d'animation commerciale. Donc, ce ne sont pas des gens qui relèvent de la formation, mais ce sont un peu, peut-être pas le bon terme, mais des coachs qui vont aller d'agence en agence pour former sur le terrain, former en situation de travail, former aux nouveaux produits, etc. Mais ce ne sont pas des gens qui relèvent de la fonction formation. Par contre, fonction formation… Des animateurs transversaux un peu. Exactement, voilà. Un peu des experts métiers qui vont avoir ce rôle d'accompagnement, etc. Et là, du coup, dans ce cas-là, on est déjà un peu plus dans cette logique d'ingénierie de performance parce qu'on n'imagine pas faire la formation et ensuite laisser les gens se débrouiller seuls à leur poste de travail. C'est un peu ce que l'on fait lorsqu'on fait du tutorat. Hein. Il n'y a aucun tuteur qui imagine laisser le tutoré apprendre des savoirs plutôt théoriques et ne jamais, derrière, penser à la mise en pratique. C'est vraiment la logique du tutorat. Voilà. L'alternance, c'est aussi comme ça que l'on pourrait penser pour la formation un peu plus classique. Si on revient sur l'idée de résultats et d'indicateurs, que ce soit en amont ou en aval, et bien sûr, c'est mieux de le placer en amont, qu'est-ce que tu penses des pratiques de la sociologie, des groupes témoins, qui consistent à dire si on fait une formation à configuration à peu près similaire, si je regarde le suivi de ceux qui ont fait la formation, je vois à peu près des résultats suivant, par exemple, le commercial, le chiffre d'affaires, et ceux qui n'ont pas suivi la formation, logiquement, devraient avoir des résultats moindres par rapport à ceux qui l'ont suivi. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Alors, c'est justement l'une des pratiques qui est aussi recommandée, une pratique qui est reconnue comme étant possible par Philips pour l'estimation du retour sur investissement. Alors, déjà, ça s'organise quand même. C'est-à-dire que méthodologiquement, il faut avoir un échantillon suffisant. Il faut avoir des personnes qui soient, on va dire, toutes choses égales par ailleurs, on va dire à peu près dans des groupes relativement similaires.
Parce que si pas de chance pour moi, j'ai un échantillon qui va en formation, c'était déjà l'échantillon qui était le plus compétent, le plus performant, et les autres moins, ça a déjà créé des écarts. Il faut voir si c'est possible de pouvoir former différemment, de ne pas former certaines personnes, etc. Donc, sur le plan méthodologique, ça peut être un peu compliqué à organiser, mais c'est vrai que ça se fait déjà. Et je parlais des banques, naturellement, lorsqu'il y a des gros projets comme ça de formation avec des déploiements assez importants, région par région, agence par agence, etc., on a déjà quelque part cette progressivité dans le déploiement et donc des personnes qui ne sont pas encore formées, des personnes qui sont formées, qui vont être formées, etc. Donc, on a suffisamment de matière pour. Donc là, ça devient possible quand même de regarder ce qui est fait. Donc, je n'ai pas d'opposition, on va dire, idéologique avec cette manière de faire. Après, par contre, ce que j'observe, notamment toujours pour rester dans l'exemple des banques, c'est que souvent, on a tendance à se focaliser sur le niveau 4 pour cela. C'est-à-dire qu'on observe effectivement tout ce qui est produit net bancaire, etc. On a des indicateurs assez classiques dans les banques, mais on oublie toute la partie niveau 3. Et ça, vraiment, pour moi, je disais que c'est peut-être le niveau le plus important dans l'épisode précédent, c'est qu'il faudra faire attention à ne pas dire on forme et derrière on regarde si le produit net bancaire augmente, voilà, si la satisfaction des clients augmente, etc., en oubliant complètement cette partie niveau 3, c'est-à-dire cette partie mise en œuvre de comportement, parce que, encore une fois, sinon on n'est pas capable d'expliquer les variations au niveau des indicateurs, même d'ailleurs si on avait des groupes témoins. En fait, on a besoin de prouver que la formation a eu un effet, a contribué au résultat final. Ce qui peut être intéressant, en tout cas dans un pilote, c'est que parce que c'est vrai que c'est assez lourd à mettre en place, mais en tout cas sur un pilote, quand on s'interroge sur l'intérêt et de l'animation et des résultats, ça vaut la peine peut-être de faire tout ce travail-là sur un groupe représentatif. Enfin, c'est toujours ça. Voilà. Oui, effectivement, dans une logique de tout à fait. Alors, j'avais une autre question qui est toujours sur les indicateurs. On parle beaucoup des indicateurs faciles, comme par exemple sur les commerciaux, mais avec les remarques qu'on a pu donner. Et pour l'avoir testé parfois, même sur des groupes représentatifs, on s'aperçoit que les gens qu'on n'a pas formés ont des résultats à peu près similaires à ceux qu'on a formés. Donc, il y a tout un travail de data analyst, être capable de creuser statistiquement, faire des liens de causalité, réfléchir sur le pourquoi du comment. Donc, ça, c'est important. C'est une nouvelle compétence du responsable de formation. Et quels sont les indicateurs qui pourraient être utiles, par exemple, une formation de 2-3 jours ou 4 jours sur gestion du stress? Alors, oui. Voilà. Ouais, alors ça, c'est très bon exemple. Alors, c'est vrai que les indicateurs, alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la subjectivité. C'est-à-dire, on peut avoir des indicateurs qui soient plus subjectifs. C'est-à-dire, tout ne va pas toujours se retrouver, y compris au niveau 4, dans des indicateurs qui seraient objectifs, des indicateurs purs, comme on le disait précédemment, comme le sont le chiffre d'affaires, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, etc. Lorsqu'on a des formations plutôt à viser RH, comportemental, managérial, etc., des indicateurs de gestion du stress, lorsqu'il y a des grandes entreprises, et on en connaît, qui réalisent des actions de ce type parce qu'elles savent qu'il y a des risques psychosociaux, qu'il y a des situations de stress, etc. Bon, déjà, la première question, c'est se poser justement cette question, est-ce que c'est un besoin de formation ou est-ce qu'il n'y a pas des actions à mener avant? Parce que quelqu'un qui sait gérer son stress, mais qui est face à des clients, j'avais eu ça dans un client qui était un office HLM, voilà, les personnes qui recevaient tous les jours les locataires, voilà, on pouvait le former à la gestion du stress, n'empêche que le stress était là à des niveaux très élevés. Donc après, se pose des questions, est-ce qu'il n'y a pas une organisation du travail, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à imaginer, peut-être en parallèle d'ailleurs de l'action de formation. Mais dans ces grandes entreprises, lorsqu'il y a des enquêtes qui sont réalisées, des enquêtes de climat social, etc., il y a souvent des items aussi qui portent sur les conditions de travail, le bien-être au travail, le stress, etc. On peut avoir le coup d'identifier ces items et d'en faire, en tout cas, des indicateurs à suivre. Alors certains me diraient, mais c'est pour ça que je parlais de subjectivité, oui, mais c'est subjectif. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on interroge les clients? Lorsqu'un client dit votre produit est mauvais, on ne va pas lui dire, non, mais
Attends, ça c'est subjectif. Hein. Il n'y a que toi qui le penses. Parce que objectivement, il est top notre produit. Non, non, mais donc on embauche des salariés, on les recrute, on les forme, on les paye, etc. Et lorsqu'ils expriment des choses, on ne leur ferait pas confiance sous prétexte que c'est un avis subjectif. Donc moi je dis, il faut être à l'aise avec la subjectivité. Parce que alors là, ça ferait hurler les sociologues au vu de ce que je vais dire, mais parce que je considère que beaucoup de subjectivité, ça devient rapidement objectif. C'est-à-dire que lorsqu'on a des dizaines ou des centaines de personnes qui disent quelque chose, ça peut quasiment devenir factuel, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur. Évidemment, dans une formation, si j'ai une seule personne qui me dit quelque chose de négatif, je vais l'intégrer, mais je ne vais pas non plus tout révolutionner derrière. Par contre, après, c'est la masse, le nombre de personnes qui vont donner l'intérêt. Donc, on peut avoir des indicateurs de ce type. Je pense notamment aux formations management. Même chose, des formations management, on peut observer l'absentéisme, le turnover, mais aussi la satisfaction du personnel. Qui mieux que parfois les managers, les collaborateurs, les N-1 eux-mêmes, ce sont parfois les mieux placés pour observer que la qualité du management est à la hausse ou à la baisse. Donc on peut imaginer ce type d'indicateur. Alors, justement, bonne transition, parce qu'on parlait d'isolation, de l'effet de la formation. Les Kirkpatrick ne sont pas à l'aise avec le ROI, parce que pour sa question d'isolation, alors à la fois au niveau de la méthode et au niveau de je m'isole des autres fonctions, alors qu'on le dit depuis tout à l'heure, la formation fait partie d'un tout. Et donc, eux ont popularisé le concept de ROE. Donc, pour Return on Expectation, c'est le retour sur les attentes. Et donc, vraiment, tout ce travail consiste à dire on se focalise surtout sur les attentes en amont des parties prenantes, donc des commanditaires de la formation, donc souvent des directions. Donc si c'est des formations stratégiques qu'on va évaluer jusqu'au niveau 4, c'est souvent plutôt des commanditaires de haut niveau, et donc le niveau de direction. Et on va considérer que finalement, ces commanditaires sont les mieux placés, voilà, comme pour paraphraser le slogan d'un célèbre constructeur automobile, qui mieux que les commanditaires peuvent déterminer les critères de succès et donc d'évaluation de la formation. Dis-moi ce que tu attends de la formation, dis-moi en quoi, si je reviens te voir dans quelques mois, je te dis, à ton avis, est-ce que cette formation est une réussite, est un succès, et à quoi tu vas le voir, et en fonction de ça, je saurai quels sont les critères d'évaluation. Et donc, on va les challenger, en fait, là-dessus. Et c'est vrai que souvent, alors, il ne faut pas se méprendre vraiment sur le terme de ROE, parce que je vois beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, et le ROE, ce n'est pas juste dire qu'est-ce que tu attends de la formation. Si on me dit j'attends une formation sympa, très bien, hop, et dans quelques mois, je vais prouver que les gens ont dit que la formation était sympa, je vais dire super, on a un ROE. C'est pas ça, c'est plus que ça. Le ROE, ça ne relève pas du niveau 1, ça ne relève pas du niveau 2, ça ne relève pas du niveau 3, ça relève du niveau 4. Et donc, lorsque j'ai des commanditaires qui me disent, par exemple, j'ai eu cet exemple dans une banque, voilà, c'est la direction générale qui demande à la DRH, qui demande elle-même au responsable formation, à la responsable formation, une formation en management. La pire des choses, ce serait de dire, super, on attend une formation en management, très bien, j'appelle mon prestataire favori, on va organiser ça, bon, on fait une analyse du besoin, mais très très rapide, et puis boum, on fait notre formation en management. Et dans 3 mois, dans 6 mois, on nous dira c'est quoi le retour sur investissement de cette action de formation. Et là, on sera bien mal à l'aise pour prouver que la formation en management a répondu à des attentes, sachant que là, l'attente initiale, c'était je veux une formation en management, mais il ne faut pas croire que les commanditaires vont en rester là. Donc, si c'est une formation qui a coûté cher, il y a un moment donné, ils vont nous dire quel est le retour sur investissement de la formation. Et donc, le premier des réflexes devrait être de dire, déjà, quand tu me parles de, si en amont, tu me dis c'est quoi, prouve-moi le retour sur investissement de la formation. En fait, souvent, dans la bouche des commanditaires, le retour sur investissement, ce n'est pas une expression, ce n'est pas la formule comptable dont on parlait tout à l'heure, bénéfice moins coût. En fait, souvent, c'est une expression un peu galvaudée pour désigner la valeur en fait, ajoutée de la formation. Donc, lorsqu'on dit « montre-moi le retour sur investissement de la formation », on n'attend pas nécessairement la démonstration du « j'ai mis 10 000 € dans la formation, ça m'en a rapporté autant ». En fait, c'est vraiment « montre-moi que j'en ai eu pour mon argent ». Et donc, à partir de ça, en amont, on va les questionner de manière à affiner les choses. Et là, il y a une très bonne question à poser que nous, adultes, avons tendance parfois à oublier. Alors, c'est peut-être la question la plus puissante qui existe et que mes enfants n'oublient jamais, mon fils en particulier, c'est la question « pourquoi ?»
Vous voulez faire une formation en management? Pourquoi? Et là, un peu, c'est comme dans les systèmes de qualité. J'ai visité récemment un constructeur automobile japonais très célèbre qui a mis ça à toutes les sauces. Les 5 whys, donc les 5 pourquoi. Donc, on pose 5 fois la question pourquoi pour arriver aux vrais besoins. Et pourquoi voulez-vous faire une formation en management? Eh bien, parce que la réponse qui m'avait été donnée, hein, donc c'est pas moi qui dis ça, je tiens à le préciser, parce que y a des carences managériales. Donc, il y a eu un bilan de santé, a priori, les managers avaient des carences, etc. Bon, en gros, voilà, problème de qualité du management. Et pourquoi c'est important de se soucier de la qualité des managers? Eh bien, parce que ça a un impact sur le moral des équipes. Et pourquoi? Pourquoi c'est important de se soucier du moral des équipes? Et je dis en rigolant, mais tu sais, il y a des tas d'entreprises qui fonctionnent avec des équipes complètement démotivées, hein, ça ne les empêche pas de performer. Parce que ça a un impact sur la satisfaction des clients. Et pourquoi c'est important la satisfaction des clients, etc. Et au fur et à mesure des pourquoi, on va remonter à un niveau très stratégique, où là, on va me dire, écoute, Jonathan, tu commences à m'embêter pour ne pas dire autre chose avec tes questions, mais je te rappelle que l'objectif, c'est que, donc on était en 2014, d'ici à 2017, dans notre banque, c'est un groupe bancaire, on doit faire plus 2% de produits nets bancaires. Ah ok. Et donc là, j'ai touché du doigt quelque part les attentes ultimes de mes commanditaires. Et là, arrivé à ce niveau-là, là, ça devient stratégique. Et là, on se rend compte que, je viens de faire la démonstration finalement à mes commanditaires que ce n'était pas juste une formation de management. C'est une formation de management pour améliorer la qualité du management, pour donc améliorer le moral des équipes, que les équipes soient plus performantes, qu'elles servent mieux le client, donc qu'il soit plus satisfait, que le client soit fidèle, qu'il achète davantage, etc. Donc, on a fait un peu une petite chaîne de causalité. Et lorsque j'en arrive là, je dis, bah, écoutez, il y a deux manières de faire. Soit vous voulez juste une formation de management, et moi, ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va essayer de bien faire les choses pour que les gens soient contents niveau 1, qu'ils réagissent bien et qu'ils apprennent les choses niveau 2, soit on peut les rendre réellement plus performants sur le terrain et que ça a un impact sur tous les indicateurs dont on vient de parler, la satisfaction client, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est un autre projet. Là, on en doit ingénierie de performance. Là, peut-être qu'on va devoir travailler avec les autres fonctions, etc. Et quand j'ai fait tout ce travail en amont, en aval, je vais aller leur présenter toute ma chaîne, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, avec au niveau 4 les indicateurs qui auront été négociés en amont, pour prouver qu'il y a retour sur les attentes, que quelque part, leurs attentes ont été satisfaites, mais leurs vraies attentes, pas les attentes initiales, un peu sorties rapidement parce qu'en face, c'est le responsable formation et qu'on parle formation. Non, non, là, le responsable formation, il s'est positionné, il a changé de posture quelque part. Il est en mode vraiment, je discute stratégie avec ma direction générale. C'est vraiment ça la logique du ROE. C'est très intéressant parce que ça permet de redonner de la stratégie et redonner du sens. Donc, c'est essentiel que le résultat soit une mise en perspective fondée et non pas une habitude ou une routine. Exactement. C'est la formation bureaucratique où on fait de la formation parce qu'il faut en faire. Exactement. J'avais une autre question qui est particulière puisqu'on parle de retour sur investissement. Je mets de l'argent, combien ça me rapporte? Ouais. Qu'est-ce que tu penses du gratuit? Parce que finalement, je ne mets plus d'argent. Oui. Ça rapporte, forcément. Oui, oui. Alors, c'est une bonne remarque. Alors, j'ai eu cette réflexion justement avec l'un de mes clients parce que lorsque la réforme de la réforme est passée, il y a eu toute cette réflexion sur la disparition du 0,9%, voilà, le plan de formation, etc. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Mais en même temps, certains de mes clients, et désolé, mais je reviens sur l'exemple bancaire, investissent 5 à 6% de la masse salariale dans la formation. Donc demain, ça n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de 0,9% qu'ils vont arrêter de dépenser 5 à 6%. Déjà, ils étaient bien au-delà de la norme. Donc, éventuellement, on peut se poser la question pour les personnes qui étaient tout juste à 0,9 ou moins, etc., enfin, qui voyaient vraiment la formation comme une taxe. Et c'est vrai que maintenant, la formation peut coûter moins cher, voire effectivement devient gratuite. Pourquoi j'irais payer 2 ou 3 jours de formation dans un organisme de formation, etc., où parfois, je crois que c'est Michel Serres qui disait ça, on va se contenter parfois d'oraliser l'écrit. Donc en gros, un super support, mais on va le mettre à l'oral sous PowerPoint, mais je vais refaire exactement la même chose que si j'avais lu la chose, sans plus de valeur ajoutée. Alors que gratuitement, je peux suivre des MOOC, je peux suivre un MOOC de Harvard, enfin, voilà, je peux faire tout un tas de choses gratuitement. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'action de formation, il y a une diminution du coût, voire même certaines actions de formation peuvent devenir
gratuite. Modèle un peu freemium, et puis je me suis un mot, je peux à la fin décider peut-être d'acheter un certificat, enfin voilà. Mais en tout cas, ça révolutionne complètement le modèle économique. Ceci étant dit, il y a quand même après tous les coûts indirects. C'est-à-dire que quelqu'un qui va suivre une formation, déjà, voilà, elle a quand même son salaire. Donc, si elle le suit dans le cadre du temps de travail, etc., elle suit comme une formation. Parfois même, on va dire, ses heures en tant que salarié vont coûter davantage que le coût de la formation elle-même. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Et dans cette logique d'ingénierie de performance, même si la formation est gratuite, toutes les actions que l'on va pouvoir imaginer, organiser pré- et post-formation, elles, par contre, vont avoir un coût. Ou en tout cas vont avoir un coût à différents niveaux. Si on décide de faire du coaching, si on décide de faire des focus group, d'organiser une communauté d'apprenants, etc. Donc tout ça, c'est pareil, ça va surtout être du temps finalement, du temps salarié, parce que même si on ne fait pas appel à des prestataires, c'est quand même de l'organisation dans l'entreprise, c'est du temps homme, ce sont des heures, des jours hommes, et donc il va y avoir un coût quand même. Donc à un moment donné, la direction générale, même si j'opte pour une formation qui pourrait être gratuite, on va quand même me dire, oui, mais tout ça, on va mobiliser les gens, ça va avoir un coût. Et combien ça va me coûter? Donc, c'est vrai que le raisonnement sur le coût, on n'est plus dans un modèle 24-83. C'est vrai qu'on va vraiment être dans une nouvelle logique où peut-être que la formation ne coûtera rien, et c'est plutôt la mise en perspective de la formation, comment on va la mettre en œuvre, comment on va l'implémenter, qui va représenter le principal poste de coût. Complètement. Et c'est d'autant plus important dans ce que tu dis, c'est qu'à la fois, un grain de formation n'aura de la valeur que si l'entreprise l'a mis en valeur. Donc, pour la mettre en valeur, il y a un travail d'indicateur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'incite les gens? Il y a tout un travail de veille aussi, parce qu'avec le gratuit, on parlait des MOOC ou des tutos, Ouais. enfin, il y a plein d'outils qui sont disponibles gratuitement. Ce n'est pas l'individu tout seul qui va le chercher, quoi. Je veux dire, Exactement. arriver à le resocialiser. Donc, il y a tout un travail, comme tu disais, de réorganisation autour de ça. Et c'est ça qui donne de la valeur à l'action. C'est la socialisation. Tout à fait. C'est vraiment, ça fait partie aussi de la recomposition du paysage des professionnels de la formation, c'est-à-dire que les responsables de formation d'entreprise, maintenant, j'insiste vraiment, lorsque je dis que le niveau 3, c'est le plus important, c'est de se dire, on sait qu'il y a énormément de ressources, voilà, on peut apprendre quasiment en juste à temps, voilà, juste au poste de travail de la personne lorsqu'elle en a besoin, etc. Mais après, évidemment, il faut stimuler un peu ce qu'on appelle l'apprenance. Donc voilà, il faut que les gens aient aussi envie d'apprendre, qu'ils aient cette capacité à apprendre, qu'ils aient cette motivation à apprendre et à transférer ce qu'ils ont appris. Et donc, c'est comment je vais créer des connexions, des liens avec l'entreprise de façon à ce que, finalement, tout ce potentiel d'apprentissage soit réinvesti au moins en partie dans l'entreprise. Parce que si je leur mets à disposition des ressources que les gens apprennent, et finalement, ils ne le réutilisent pas dans l'entreprise, ça ne sert à rien, voire même après qu'ils quittent l'entreprise, ils partiront avec ce capital et sans qu'à aucun moment ça ne soit utile, ça ne soit réinvesti, réinjecté dans l'entreprise. Donc c'est vraiment le rôle du responsable de formation est de construire des ponts avec l'entreprise, de faire des liens pour aider en tout cas à ce que ce transfert se fasse dans l'entreprise. Alors moi, je voulais revenir finalement sur le modèle de Kirkpatrick dont on parle finalement depuis 4 épisodes. Si j'ai bien compris, les entreprises ont un peu du mal à l'utiliser, notamment pour les 2 derniers niveaux. Est-ce que aujourd'hui, il y a des outils, une mallette finalement pour les services formation qui souhaitent mieux évaluer la performance de leur formation? Est-ce qu'on peut mettre à leur disposition finalement un certain nombre d'outils pour pouvoir être plus efficace dans cette approche? Alors, je vais distinguer 2 choses. Si je reprends le modèle sur les 4 niveaux, aujourd'hui, il y a vraiment des manières très très simples d'informatiser, d'automatiser, donc potentiellement d'industrialiser les évaluations de niveau 1 et 2. Ça peut se faire assez rapidement. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'évaluation qui existent. Les LMS ont des fonctionnalités en termes d'évaluation qui permettent très facilement. Voilà, aujourd'hui, pour les entreprises qui le peuvent, c'est-à-dire si je veux informatiser et que je suis dans une industrie où 80% des salariés n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès à un poste de travail, etc., il va falloir faire autrement. En tout cas, dans les entreprises tertiaires de services, c'est plus simple. Et là,
on va leur communiquer, par exemple, les questionnaires de niveau 1, on va leur faire des quiz assez facilement. En plus, si c'est dans un cadre, on va dire, dans des modalités qui relèvent plutôt du digital learning, généralement, il y a déjà des quiz qui existent, etc. Donc, les niveaux 1 et 2 sont assez faciles à mettre en œuvre. La question se pose sur les niveaux 3 et 4. Et à ma connaissance, il n'est pas possible aujourd'hui, on peut informatiser, mais il n'est pas possible d'industrialiser en tout cas les niveaux 3 et 4, qui par essence sont forcément spécifiques et demandent des interventions humaines. Donc, pour être tout à fait transparent, la manière dont je fonctionne aujourd'hui, c'est que souvent, avec mes clients, je préconise donc d'informatiser les niveaux 1 et 2, très bien. Par contre, niveau 3 et 4, c'est plutôt vraiment en mode projet. C'est l'intervention, c'est du conseil, etc. Parce que naturellement, ça ne peut pas se faire comme ça aussi simplement. N'empêche qu'on peut outiller. On disait lors du niveau 3, on a des outils, des guides d'entretien, des choses comme ça que l'on peut mettre à disposition des différents acteurs pour tranquillement les faire bouger, les faire migrer vers ce nouveau modèle de formation. Et je pense notamment au niveau 3, les managers sont souvent mal à l'aise avec ce qu'il y a à dire en amont, en aval, suite à une formation, etc. de l'un de leurs collaborateurs. On pose quelques questions, mais on ne sait pas sur quoi toujours interroger le collaborateur, en tout cas, quelle est la nature de l'échange. On peut très bien leur remettre des guides pour les inspirer avec des questions, avec des guides d'observation, avec des choses de ce type. Donc, on peut les outiller. On peut avoir, je pense, au niveau 3, il y a des outils qui permettent de faire ça très facilement. Enfin, tous les outils, en tout cas les LMS, normalement, doivent permettre de faire ça. C'est par exemple de prolonger l'effet de la formation. Donc, vous suivez une formation et vous recevez, par exemple, des notifications par email, des choses comme ça. On va vous dire, tiens, souviens-toi, tu as suivi telle formation, on attend de toi que tu mettes en œuvre ceci, ou tiens, le chiffre du mois, tiens, la bonne pratique, les bonnes idées, etc. Et ça permet de faire perdurer un peu l'effet de la formation. À notre niveau, on doit toujours essayer. Alors, on a la responsabilité en tant que professionnel de la formation des niveaux 1 et 2. Pour les niveaux 3 et 4, ça se joue plutôt sur le terrain, entre les collaborateurs, les managers, les commanditaires, etc. Mais ça n'empêche pas, à notre niveau, d'essayer d'influencer cela. Et donc, d'essayer de stimuler, de faire en sorte que cette dynamique soit conservée en leur envoyant des informations. Donc, des signaux comme ça, post-formation, de tenter d'analyser aussi quelques indicateurs, de faire de la communication en interne. Enfin, tout dépend après comment l'entreprise est outillée, quels outils informatiques elle a, mais aujourd'hui, en 2017, ça serait quand même dommage de se passer de la technologie pour essayer, même si on ne peut pas le faire partout, selon le contexte, encore une fois, dans l'industrie, tout n'est pas possible, mais d'essayer d'outiller un maximum pour gagner du temps. Très bien. Et alors, une autre question aussi sur ce fameux modèle Kirkpatrick. Finalement, il a été développé dans les années 50, tu nous avais dit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne trouve pas ses limites? Enfin, on en avait un petit peu discuté. Est-ce qu'il y a eu d'autres axes de recherche, finalement, aussi d'évaluation de la formation? Est-ce que d'autres modèles ont été développés avec des approches différentes? Alors, il y a beaucoup de modèles. Alors, lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, je crois que j'en ai relevé 47. Hein, voilà, il y a un grand nombre de modèles d'évaluation de la formation et encore, à mon avis, je ne les ai pas tous identifiés. Mais il y en a beaucoup. Alors, ce qu'on remarque, c'est souvent, ce sont plutôt, ils changent un peu les termes, mais grosso modo, ça reste dans cette logique un peu Kirkpatrickienne des choses. Donc, ça ressemble quand même assez à ça, même si on nomme les niveaux différemment. Parfois, on ajoute un niveau, un 5e niveau ou un niveau en L-1, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parle de niveau 0. Mais ça reprend quand même grosso modo la même logique. Le gros défi est souvent plutôt dans ce niveau 3, c'est-à-dire comment j'explique, en amont comme en aval, comment j'explique par un modèle plus fin, plus précis, ce qu'il y a à faire pour provoquer quelque part ce niveau 3, pour garantir que les comportements soient mis en œuvre. Et c'est surtout à ce niveau-là où il y a davantage de recherche, en fait. Donc la recherche scientifique dans le domaine de l'évaluation de la formation, elle porte majoritairement sur cette question du niveau 3. Et notamment, quels sont les freins, les leviers, les facteurs qui peuvent favoriser ou freiner le transfert des acquis. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, sachant que le modèle originel de Kirkpatrick date de 59. Le nouveau modèle donc, a été actualisé et popularisé en 2009. Et en fait, depuis, il est régulièrement mis à jour. C'est-à-dire que voilà, c'est James et Wendy Kirkpatrick qui ont repris ce modèle,
et qui continue aussi à en s'enrichir des expériences, des retours d'expérience des gens qui ont pu être formés, qui l'ont mis en œuvre, etc., de manière soit à faire évoluer le modèle, donc il a aussi un peu évolué depuis, soit surtout à donner davantage aussi de clés pour le mettre en œuvre, un peu de recettes pour que ce nouveau modèle puisse être mis en œuvre. Mais il a tellement du potentiel que je pense qu'on est tranquille quelques années avant d'en sentir les limites. D'accord, très bien. Et alors justement, est-ce qu'il y a une certification, Kirkpatrick, enfin, pour voilà, ceux qui sont passionnés par la formation et qui souhaitent en savoir plus? Est-ce qu'il y a un cursus de formation? Complètement, oui, oui. Il y a un programme en fait de certification qui existe, donc une formation, alors de 2 jours pour le niveau bronze. Il y a le niveau bronze, argent et or, donc 2 jours on s'applique ce que l'on préconise, hein, avec un peu d'amont et aussi beaucoup d'aval, aussi de l'accompagnement. Et donc c'est une formation qui est destinée à tous les professionnels de la formation, donc qui leur permet d'apprendre à construire des plans d'évaluation, donc pour faire simple, des cahiers des charges de l'évaluation, à les mettre en œuvre, donc à exploiter les résultats. Ça, après, c'est la partie argent. Et pour les quelques personnes qui suivent donc la formation bronze, puis la formation argent, et qui ont des résultats et qui souhaitent partager avec la communauté des professionnels de la formation les résultats et les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre, ils deviennent automatiquement certifiés or. Et ça, c'est gratuit. La certification or est gratuite, ce qui n'est pas avoir son intérêt. Mais il faut déjà être passé par bronze et argent. Et pour l'instant, j'ai cet honneur d'être le seul formateur français certifié Kirkpatrick. Donc, dans le monde francophone, il y a déjà beaucoup de travail. Et puisqu'on arrive à la fin, est-ce qu'on pourrait dire que sur les résultats, avec toutes les limites que va la modélisation, la recherche, si on recherche, c'est bien qu'on n'a pas trouvé, on n'est pas dans un système où finalement ce qui est le plus important, c'est pas tant le pilotage que l'ambition qu'on donne. C'est-à-dire que de la même façon, quand on fait un business plan dans une entreprise, on voit bien qu'il y a des approximations, mais ce qui est important, est-ce qu'on évalue sur les pitchs, choses comme ça, c'est l'énergie que le décideur veut bien mettre dedans, l'ambition qu'il a, et finalement, ce que tu disais, ce qu'on avait appelé l'érotisation de la formation, cette façon d'amener les gens sur un vrai beau projet de progrès social, quel que soit le flottement qu'on puisse mettre derrière, et que derrière, c'est ce qui fait un peu la différence. Est-ce que finalement, le résultat ne dépend pas simplement des experts comptables, mais surtout du leader de la formation avec le projet qu'il porte? Tout à fait, tout à fait. Je te rejoins complètement. Je dis souvent, l'évaluation parfois n'est quasiment qu'un prétexte en fait pour que la formation soit une réussite. Et c'est aussi un moyen d'évaluer aussi, n'ayons pas peur des mots, le courage aussi du responsable formation. Dis-moi ce que tu souhaites évaluer, donc tu vas me dire aussi jusqu'où tu es prêt à aller, et donc jusqu'où tu vas être prêt aussi à bousculer aussi les habitudes, la routine, les réflexes que peuvent avoir les décideurs lorsqu'ils passent commande de formation au lieu de s'engager dans des projets, etc. Donc, c'est vraiment, ça donne effectivement de l'amplitude, ça permet de voir jusqu'où on est prêt à aller. Et donc, quelqu'un qui souhaite juste faire des formations pour que les gens soient satisfaits niveau 1 n'a pas besoin de Kirkpatrick. Voilà, c'est sûr. Très bien. Sur cette notion de courage, on va terminer l'épisode 4. Et ça nous permettra de nous rester à voir sur cette première saison de CAFN, de voir l'épisode 5 qui est vers quoi on tend. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire et demain, de quoi sera fait, de quoi seront faits les data learning. Merci beaucoup, merci Jonathan, merci Sylvie, à très bientôt. Merci.